Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduit par Philippe Jaworski. Chapitre 1. Mirage. Appelez-moi Ismaël. Il y a quelques années de cela, peu importe combien exactement, comme j'avais la bourse vide, ou presque, et que rien d'intéressant ne me retenait à terre, l'idée me vint de naviguer un peu et de revoir le monde marin. C'est ma façon à moi de chasser la morosité et de corriger les désordres de mes humeurs. Quand je sens l'amertume plisser mes lèvres, quand bruine dans mon âme un humide novembre et que je me surprends à faire halte malgré moi devant les marchands de cercueils, à me glisser dans le premier cortège funèbre que je croise, et surtout quand la noire mélancolie me tient si fort que seul un robuste sens moral peut m'empêcher de descendre d'un pas décidé dans la rue et d'envoyer méthodiquement valser les chapeaux des passants, alors j'estime nécessaire de m'embarquer sans délai. D'autres auraient recours à un pistolet chargé. Avec un panache tout philosophique, Caton se jette sur son épée. Moi, tranquillement, je lève l'ancre. Quoi de surprenant? S'ils en avaient conscience, presque tous les hommes ont, à un moment ou à un autre, et chacun à sa façon, éprouvé envers l'océan des sentiments assez semblables aux miens. Voyez, là, notre cité insulaire de Manhattan, ceinturée de quais comme le sont de récifs de corail les îles du Pacifique. Le commerce la frappe de son ressac. À droite et à gauche, les rues vous mènent à l'eau. À l'extrême pointe de l'île, la batterie, noble molle balayée par les vagues et rafraîchie par des vents qui, quelques heures plus tôt, étaient bien loin des côtes. Regardez les multitudes qui s'y rassemblent pour contempler la mer. Parcourez la ville par une rêveuse après-midi de sabbat. De Corlear's Hook, marchez jusqu'à County Slip, et de là remontez vers le nord par Whitehall. Que voyez-vous? Des milliers d'hommes, postés ici et là, partout, sentinelles silencieuses abîmées dans leurs songes d'océan. Certains sont adossés aux pilots, d'autres assis à l'extrémité des jetées, d'autres encore regardent par-dessus les pavois des navires rentrés de Chine, ou se sont perchés dans les hauteurs du gréement comme pour mieux scruter le large. Tous, pourtant, sont des gens de terre, confinés pendant la semaine entre des cloisons de plâtre, rivés à leur comptoir, vissés à leur bureau. Comment comprendre cela? Les vertes prairies se seraient-elles donc envolées? Que font-ils donc là? Mais voyez, d'autres encore s'approchent en foule et se dirigent tout droit vers l'eau. On croirait qu'ils vont y plonger. Étrange. Rien d'autre ne les satisfera que la plus extrême limite de la terre. Flâner à l'ombre abritée de ces entrepôts ne leur suffirait pas. Non, il leur faut aller aussi près du bord qu'il est possible sans risquer de tomber à l'eau. Et s'ils se tiennent là, alignés sur des milles, des lieux, tous viennent de l'intérieur de terre par des ruelles et des allées, des rues et des boulevards, au nord, à l'est, au sud, à l'ouest. Mais c'est ici qu'ils se retrouvent. Dites-moi, est-ce la force magnétique des aiguilles du compas de tous ces navires qui les attire en ce point? Reprenons. Imaginez que vous êtes à la campagne, dans une région de hauts lacs. Choisissez un chemin à votre guise, n'importe lequel, et il y a tout à parier qu'il vous mènera au fond d'un vallon, près d'une mare formée par un ruisseau. C'est de la magie. Prenez l'individu le plus distrait qui soit, au moment où il s'est perdu dans ses plus profondes songeries, plantez cet homme sur ses jambes, mettez-le en mouvement, et il vous conduira infailliblement vers l'eau, pour autant qu'il y en ait dans la région. Si jamais, traversant le grand désert américain, la soif devait vous tourmenter, faites donc cette expérience, pour peu que votre caravane soit pourvue d'un professeur de métaphysique. Oui, chacun le sait, l'eau et la méditation sont unies inséparablement, à jamais. Mais voici un artiste. Il désire vous peindre le coin de paysage romantique le plus ensorcelant de la vallée du Saco, tout ombre et rêveuse quiétude. Qu'utilise-t-il principalement sur sa toile? Ici se dressent des arbres, dont les troncs creux pourraient bien abriter un ermite avec son crucifix. Là somnole son pré et son troupeau, et de cette chaumière, au loin, s'élève une indolente fumée. Un chemin sinueux s'enfonce dans les profondeurs des bois, puis monte jusqu'à des rangées d'éperons rocheux baignés d'azur. Pourtant, malgré l'atmosphère d'enchantement qui règne dans ce tableau, et bien que le pin répande ses soupirs comme des feuilles sur la tête de ce berger, tout serait vain si le regard du pâtre n'était fixé sur le ruisseau magique devant lui.
Parcourez les prairies de l'Ouest en juin, quand sur des dizaines et des dizaines de milles, on s'enlise jusqu'aux genoux dans les champs de lys tigrés. Quel charme manque-t-il alors? L'eau! Il n'y en a pas une seule goutte! Si le Niagara n'était qu'une cataracte de sable, ferait-on des milliers de lieues pour l'aller voir? Et pourquoi le pauvre poète du Tennessee, lorsqu'il reçut soudain 2 poignées de pièces d'argent, se demanda-t-il s'il s'achèterait le manteau dont il avait cruellement besoin, ou s'il investirait sa fortune dans un voyage pédestre à Rockaway Beach? Comment se fait-il que nos jeunes gens, au corps robuste et à l'âme bien trempée, soient saisis presque tous un jour ou l'autre d'un fol désir de grand large? Et vous-même, oui, vous, pourquoi avez-vous éprouvé lors de votre première croisière en qualité de simple passager ce mystérieux frisson quand on vous apprit que le navire se trouvait en pleine mer? D'où vient que les anciens Perses tenaient la mer pour sacrée, et que les Grecs lui avaient attribué une divinité particulière qui n'était autre que le propre frère de Jupiter? Assurément, rien de tout cela n'est dépourvu de signification. Et combien plus profondément significative encore, l'histoire de Narcisse qui, ne pouvant saisir la douce et torturante image qu'il voyait dans la fontaine, plongea dans son eau et s'y noya. Mais cette image est celle-là même que nous découvrons nous aussi dans l'eau de toutes les rivières et de tous les océans. L'image de l'insaisissable fantôme de la vie. Là est la clé de tout. Cependant, quand je dis prendre la mer chaque fois que ma vue commence à se brouiller et ma tête à trop s'occuper de mes poumons, je ne voudrais pas que l'on en conclue que je m'embarque comme passager. Pour se payer un passage, il faut avoir une bourse, et une bourse n'est qu'un morceau de chiffon si l'on n'a rien dedans. Et puis, les passagers souffrent du mal de mer, deviennent querelleurs, perdent le sommeil, et de manière générale, ne s'amusent guère. Non, je ne pars jamais comme passager, ni d'ailleurs, malgré ma connaissance du métier, en qualité de commodore, de capitaine ou de coq. Je laisse la gloire et la distinction de ces charges à ceux qui les apprécient. Pour ma part, j'exècre tout ce qui ressemble tant soit peu à une tâche ou à un travail digne et honorable. J'ai bien assez à faire avec moi-même sans devoir m'occuper de navires, trois-mâts barques, bricks, goélettes, que sais-je encore. Quant à m'engager comme coq, en dépit du prestige considérable qui, je l'avoue, s'attache à cette fonction, le cuisinier étant une sorte d'officier à bord, non, j'ai jamais été tenté de rôtir des volailles, encore que, une fois cuits, judicieusement beurrés, habilement salés et poivrés, personne n'évoquera un volatile doré avec plus de respect, et même de révérence, que votre serviteur. C'est à la passion idolâtre des anciens Égyptiens pour les poêlés d'ibis rissolés et les hippopotames grillés que nous devons de voir les momies de ces créatures dans leurs énormes fournils, les pyramides. Non, quand je prends la mer, c'est avec le grade de simple matelot du gaillard d'avant, à l'aplomb du poste d'équipage, perché au sommet du mât de cacatois. Bien sûr, on m'abreuve de commandements, on me fait sauter d'espar en espar, comme une sauterelle dans un pré au mois de mai, et la chose au début est assez déplaisante. Vous en avez la dignité quelque peu chiffonnée, tout particulièrement si vous descendez d'une vieille famille de propriétaires terriens, les Van Rensselaer par exemple, ou les Randolph, ou les Hardy-Canoutet, et surtout si, juste avant de mettre la main dans la seille à goudron, vous jouiez les grands seigneurs d'une école de campagne, tenant en respect les plus robustes gaillards de la classe. La transition est dure, je vous le garantis, de l'état d'instituteur à celui de matelot, et pour la supporter avec sourire, il faut une bonne décoction de Sénèque et des stoïques. Mais enfin, tout cela s'arrange avec le temps. Qu'importe qu'un vieux rat de capitaine m'ordonne d'attraper le balai et de nettoyer les ponts. Quel est le poids de cette indignité, pesée, veux-je dire, sur la balance du Nouveau Testament? Pensez-vous que l'archange Gabriel aura une plus mauvaise opinion de moi parce que j'aurais obéi promptement et respectueusement au vieux rat dans cette circonstance particulière? Qui n'est pas un esclave? Dites-moi. Eh bien, que les vieux capitaines me commandent tant qu'ils veulent et me bourrent de coups et de horions, j'ai, moi, la satisfaction de savoir que cela est bien, que les autres subissent à peu près le même sort, physiquement ou métaphysiquement, s'entend, et que la raclée universelle touchant chacun à tour de rôle, nos gars devraient se frictionner les omoplates les uns les autres et s'estimer heureux. Et puis, je m'embarque toujours comme matelot, parce qu'on se fait un devoir de me payer pour ma peine, alors que je n'ai jamais entendu dire qu'on donne un seul sou aux passagers. Ce sont eux, au contraire, qui doivent payer. Or, il existe une différence considérable entre payer
et être payé. Payer est peut-être le pire fléau qui ait fait s'abattre sur nos têtes les deux chapardeurs du verger. Mais être payé, à quoi cela peut-il se comparer? L'empressement affable que met un homme à recevoir de l'argent est une chose merveilleuse à voir. Quand on songe combien nous sommes profondément convaincus que l'argent est la source de tous les maux ici-bas, et que jamais le riche ne pourra rentrer au ciel. Ah, avec quelle allégresse nous courons à notre perte. Enfin, je m'engage toujours comme matelot en raison des saines activités physiques et de l'air pur du gaillard d'avant. Car en ce bas monde, les vents debout prévalent largement sur les vents arrière, si du moins l'on ne viole pas la maxime pythagoricienne. Et le commodore, sur le gaillard d'arrière, reçoit en général des matelots du gaillard d'avant une atmosphère de seconde main. Il croit être le premier à la respirer? Mais non. De semblable manière, en bien d'autres domaines, le peuple mène ses chefs sans que ceux-ci s'en doutent le moins du monde. Mais pourquoi donc, après avoir maintes fois humé l'air du large sur des navires marchands, décidai-je cette fois-là de partir pour une campagne de pêche de la baleine? À cette question, l'invisible gendarme des Trois Sœurs, qui me surveille nuit et jour, me file discrètement et exerce sur moi un inexplicable empire, pourrait répondre mieux que personne. Et il est peu douteux que mon départ figurait au somptueux programme établi de longue date par la Providence. Il est apparu comme un bref interlude en solo entre des spectacles plus considérables. Cette partie de l'affiche devait, j'imagine, être rédigée ainsi. Élection âprement disputée à la présidence des États-Unis, campagne de pêche de la baleine par un dénommé Ismaël, combat sanglant en Afghanistan. Bien que je ne puisse dire exactement pourquoi les parcs, ordonnatrices de ces scènes, m'attribuèrent un emploi médiocre dans une expédition baleinière, quand d'autres se voient accorder des rôles grandioses dans des tragédies sublimes, ou une figuration brève et facile dans des comédies de bonne aloi, ou encore une composition amusante dans une farce, bien que je l'ignore, dis-je, comme tout cela s'est fait, il me semble pourtant, quand je m'en remémore aujourd'hui les circonstances, pouvoir mieux saisir les ressorts et les mobiles qui, habilement présentés sous des déguisements divers, m'amenèrent à interpréter ce rôle qui fut le mien, tout en me berçant de l'illusion que ma décision résultait de l'exercice impartial et sagace de mon libre arbitre. Le premier de ces mobiles était l'idée irrésistible de la formidable baleine elle-même. Ce monstre inquiétant et mystérieux excitait toute ma curiosité. Et puis, les mers sauvages, à l'autre bout du monde, où il roulait son corps vaste comme une île, les périls innommables de la chasse, impossibles à fuir, tout cela, s'ajoutant aux 1000 merveilles patagoniennes qui n'allaient pas manquer de s'offrir à mes yeux et à mes oreilles, me conforta définitivement dans mon envie. Pour d'autres, peut-être, ces perspectives n'auraient pas constitué des séductions, mais j'ai des choses lointaines une inguérissable démangeaison. J'aime immodérément sillonner les mers interdites et aborder au rivage barbare. Sans méconnaître ce qui est bon et bien, je suis prompt à percevoir une horreur et puis même établir avec elle, si nul n'y fait obstacle, la plus cordiale relation. On a toujours intérêt, n'est-ce pas, à être dans les meilleurs termes avec les occupants du lieu où l'on se trouve. Pour toutes ces raisons, la campagne de pêche était donc la bienvenue. Les lourdes vannes du monde des merveilles s'ouvraient lentement, et, dans les folles visions dont se nourrissait mon désir, se glissaient deux par deux, jusqu'au plus secret de mon âme, d'infinies processions de baleines. Et au milieu, un majestueux fantôme encapuchonné, pareil à une colline enneigée, flottait dans les airs.